là. Est-ce que vous voulez que je vous parle de la tête un peu? La tête. Bon. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout faire. On va faire la tête. Alors la tête, on va revenir. La tête, c'est devant. Et c'est les premiers plis. Je vous ai montré un petit pli qui fait un bout de cerveau. Voilà, alors il se passe ça. Pof, vous avez la pâte à modeler à gauche, voilà, l'espèce de gelée de méduse à gauche. J'ai dit gelée de méduse parce que moi je travaille sur les méduses et c'est la même chose. Numériquement, les paramètres physiques de l'embryon, c'est de la gelée de méduse du point de vue de sa texture. Donc ça se touche. On va le revoir. Alors, regardez bien. Un pli, top, ça touche. Ah, on a un peu l'impression que ça touche et puis ça fait ça. D'accord, ça fait ça, comme ça. Il y a une espèce de rebond. Il y a une espèce de rebond. Donc on filme, on voit qu'il y a une espèce de pli qui avance, et après, ça touche. Donc on peut, rebelote, extraire toutes les vitesses, calculer le champ de vitesse complet avant que ça touche, et à la seconde, enfin la minute après que ça ait touché. Les vitesses changent de 200%. Les vitesses qui étaient positives deviennent négatives. Hein, les cellules, là, elles allaient vers l'axe médian, et là, la vitesse est nulle, mais là, ça s'écarte. Donc ça fait vraiment ça. Donc, instantanément, après, au moment du contact. C'est comme si j'écrasais de la pâte à modeler contre le mur. En fait, c'est de la pâte à modeler qui s'écrase contre l'autre moitié qui vient de l'autre côté. Donc ça peut se résoudre mathématiquement. Et en fait, la situation, c'est comme si j'avais un espèce de pli ouvert qui s'enroule, et puis quand se touche, je dois superposer les solutions, parce que vous savez, ou vous ne savez pas, mais quand vous voulez résoudre des équations d'un problème mathématique, vous devez définir les conditions aux limites. Donc en fait, quand vous n'avez que la moitié d'un corps, vous avez deux problèmes séparés qui font chacun une moitié de corps, mais quand ça se touche, votre domaine d'intégration mathématique des équations devient un seul truc à symétrie de miroir, par rapport à l'axe médian, ce n'est pas du tout la même chose du point de vue mathématique. Ça, c'est un problème à frontière libre, et ça, c'est un problème de Neumann. C'est différent. Vous devez résoudre les équations avec les opérateurs. Il n'y a pas la même condition aux limites. Là, c'est une condition libre, et là, c'est une condition de réflexion, pour ceux qui ont déjà résolu les équations dans leur vie. Donc, on peut calculer les vitesses avant le choc, après le choc, mesurer les vitesses et les calculer pour des écoulements tourbillonnaires comme ce que je vous ai montré, et c'est pas trop mauvais, on trouve à peu près le résultat. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pâte à modeler vivante, à l'échelle de 10 heures, c'est comme un liquide en fait, qui est entraîné par des forces très localisées, qui sont en anneau, et quand l'anneau, ça a été étiré, l'anneau très étiré, il devient assez allongé comme un cigare, et les forces deviennent quasiment des droites. Donc on peut faire des calculs assez exacts. Alors on arrive là, donc on est dans cette situation-là, voilà la future tête, les plis vont l'un vers l'autre, d'accord? Ça devient 3D, je ne vais pas pouvoir vous montrer de mesure, ça se ferme, et sur les côtés, vous avez la pétale de cerveau qui part, mon avis, c'est juste parce que ça rebondit, c'est-à-dire ça tape et ça rebondit. Si j'écrase de la pâte à modeler sous mon doigt, je vais avoir une espèce de grumeau qui remonte, d'accord? Oui, c'est juste ça. Mais c'est un pétale de cerveau quand même, d'accord? Ça, c'est une vue frontale suivant l'axe. Hop, tiens. Ah, alors là, j'ai un petit souci. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne me charge pas les vidéos. Alors, attendez. Voilà. Pas de panique. Où est-ce qu'on en est? On est là. Voilà. Donc là, la première vidéo, c'est une vue axiale prise au milieu du front, d'accord? On voit la fermeture du tube neural. OK. Ça, c'est une vue de 3/4 arrière. Vous voyez, le pétale de cerveau, il continue, il vient s'aplatir contre la surface de l'ectoderme ici qui va faire la paupière. Donc pour l'instant, à ce stade-là, le cerveau, c'est juste une espèce de gros pétale qui avance et qui cogne contre l'ectoderme, ce qu'on appelle l'ectoderme, c'est la future paupière, la peau. Là, le cerveau, pendant ce temps-là, se dilate. Et cette chose qui vient appuyer contre l'ectoderme, qu'est-ce qui lui arrive? Il lui arrive ça.
Voilà, c'est une vue, là ça va être la bouche. Tu vois. Et là, vous voyez, toc, ça se retourne. C'est pas évident, mais vous avez vu la formation de l'œil là. Pof, vous voyez, c'est très rapide. C'est accéléré, hein, ça prend 1 heure en temps normal. J'en ai peut-être un autre qui est mieux. Bon, peut-être celui-là. Ah non, ça c'est juste un embryon qui bat. Peut-être celui-là. Ah, ça arrive à la toute fin. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais vous montrer juste ça. Donc là, ce que je vous ai montré pour l'instant, ça ne ressemble pas à une tête. Donc vous avez ce truc qui est devenu un tube parce que ça s'est étiré, ça s'est refermé. Le pétale est allé sur le côté, c'est devenu un œil. Et je vous ai montré au début cette espèce d'arc qui s'est formé devant. Je vous ai dit, c'est le thorax. Il tire, ça fait basculer la tête. Et là, ça commence à ressembler à une petite gueule. D'accord ? Oui. Jusque-là, ça ne ressemblait pas vraiment à une tête, on ne reconnaissait pas un animal. Là, on commence à. Vous voyez, là, vous voyez la lèvre qui apparaît, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, l'œil. Et là, ça commence à ressembler à une petite tête de tortue. D'accord ? C'est le moment où voilà, l'animal, on commence à avoir une tête reconnaissable. D'accord ? Alors, je vais reprendre mon exposé en espérant récupérer mes films. Attendez, je vais faire un truc. Bon, on verra. Avec un peu de chance, les films réapparaissent. Si ils ne réapparaissent pas, je shifterai pour un autre exposé. Ne vous inquiétez pas. Oui, alors ça vous explique pourquoi il y a des cyclopes et pourquoi il n'y a pas des hexaclopes. Donc, vous voyez que quand vous fermez comme ça, vous avez une espèce de masse devant qui s'écarte. Si la masse s'écarte beaucoup, vous avez 2 yeux. Et si la masse s'écarte beaucoup, au moment où ça plie, ça fait un seul œil. Donc vous avez soit 2 yeux petits et bilatéraux, soit vous avez un seul œil. Et si vous avez un seul œil, c'est un gros œil. D'accord ? Il y a une logique. C'est très fréquent, hein, les cyclopes. C'est très facile à faire au laboratoire, à Bédame. Vous mettez 5% d'éthanol dans le buffer du poisson, par exemple, et à tous les coups, ils sont cyclopes. Donc je vous recommande de ne pas boire d'alcool pendant votre grossesse. Et les cyclopes, ça représente une conception sur 200. Vous voyez, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais ça fait des fausses couches, parce que ça touche aussi évidemment tout le cerveau, toute la tête est modifiée. Donc la plupart font des fausses couches, ne s'en rendent même pas compte. À quelques jours de développement, les fausses couches sont peut-être même indolores. Les femmes ne s'en rendent pas compte. Une fois sur 10 000, vous avez un enfant qui naît, qui est cyclope, qui va mourir en quelques heures parce que ce n'est pas viable, tout simplement. Mais bon, quand on revoit dynamiquement, on comprend très bien pourquoi il y a des cyclopes et pas des hexaclopes. C'est parce que c'est inhérent à la dynamique. De même que si je tire plus, j'ai des bassins comme ça. Si je pousse plus, j'ai des yeux comme ça. Si je pousse moins, j'ai des... Vous voyez, j'ai 2 parties. Je peux avoir des choses jumelées, genre cyclope, ou avoir des choses écartées, ça va dépendre de la dynamique, ce qu'on va retrouver avec le cœur. Ça, c'est une planche pour vous montrer tous les mouvements qui donnent la tête. Ça, c'est une vue latérale pour vous montrer les mouvements. Hein. Vous voyez le pli qui tire sur la tête et qui fait plier l'axe neural, et ici les vertèbres. Donc tous ces mouvements, si vous ne les avez pas vus filmés dans un embryon, c'est absolument impossible à deviner sur des post-mortem ou sur des photos anatomiques ou sur des coupes. Impossible si vous ne voyez pas que ça plie parce qu'il y a le croissant cardiaque qui tire avec une certaine dynamique. Après, le cerveau plie et fait les plis du cerveau, etc., dans lesquels il y a beaucoup de physique. Mais voilà. Alors on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai plus ou moins de ces mouvements? D'accord? Bon, là, j'ai fait un petit truc, c'est un amusement. Mais supposez que ce soit commutatif. C'est-à-dire supposer que l'embryologie, ça soit commutatif avec l'adulte. C'est-à-dire supposer que si je modifie les vitesses dans un embryon, d'accord, je sais que ça va changer l'adulte. Mais au lieu de modifier les vitesses dans l'embryon et de changer l'adulte, j'oublie tout, je prends l'adulte et je le modifie comme j'ai modifié dans les embryons. Vous comprenez la logique? Je vais faire un truc qui n'est pas tellement permis en fait. Je vais commuter l'adulte et l'embryon. Alors pourquoi? Parce que je peux ramasser un australopithèque, d'accord? Mais on n'a pas tellement d'embryons à 3 jours de développement de ces bêtes-là. On n'en a pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Vous prenez ça,
Et vous dites, bon, alors la tête, c'est des espèces de tourbillons qui vont vers l'axe médian. Qu'est-ce qui se passe si je prends une tête d'Australopithèque et je la tourbillonne? D'accord? Voilà. Alors ça, c'est tourbillonner vers le passé. D'accord? Vous voyez? La mâchoire s'allonge et le cerveau diminue. D'accord? Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe si je repars de mon truc et je le tourbillonne vers le futur, alors? Vous voyez? Ok? La mâchoire recule et le cerveau augmente. D'accord? Alors j'ai dit le passé et le futur, ça n'a pas de sens. C'est un système dynamique, il a des paramètres, il change au hasard. Ça, c'est la nouvelle théorie. Les paramètres du système dynamique changent au hasard, dans un sens ou dans un autre. C'est la sélection naturelle qui va retenir les animaux plus efficaces. Vous comprenez? Parce qu'effectivement, si vous avez une grande gueule, vous avez un tout petit cerveau. Donc, si vous avez un plus gros cerveau, vous avez une mâchoire plus petite. Si c'est intéressant d'avoir un plus gros cerveau, ces animaux-là vont être poussés. Mais à un moment donné, ça peut aller dans n'importe quel sens. Pour la même raison que les bras peuvent entrer, s'allonger ou reculer, tout en restant des bras. Ça ne prédit pas le sens de l'évolution. Ça dit dans quel sens a lieu l'espèce de mouvement brownien qui modifie les parties. Après, la sélection se charge de conserver ou pas les animaux. Mais la force que ça a, c'est que c'est récurrent, parce que, comme c'est gravé dans le système dynamique, si un animal n'est pas fit, il n'est pas intéressant, il disparaît. C'est pas très grave. Le jour où le biotope sera favorable, de toute façon, l'animal réapparaîtra, puisqu'il est inhérent à la dynamique. La dynamique, elle stroboscope des animaux. Enfin, s'ils ne sont pas là, c'est pas grave, il suffit d'attendre le coup d'après, ça va le restroboscoper à nouveau. Alors, maintenant, je vais vous parler du cœur, si vous voulez. Un petit tour sur le cœur. Ça vous dit ou pas? Oui. Bon. Alors ça, c'est un embryon, il est en train de faire sa tête, mais comme vous avez vu, la tête passe par-dessus le plan de la blastula. Donc ça fait ça, d'accord? Là, mon index, c'est la future tête. Donc si je retourne, c'est le même embryon, hein, je vois un arc. Ah oui, ben, c'était un anneau devant, ces cordons de porte-monnaie, là, qu'on peut tirer. Et ça va se remplir avec les boyaux. Mais c'est un anneau, il se contracte. Et vous savez que quand vous tirez à vitesse constante sur un bord de Kawai, ça fronce. D'accord? Donc en général, j'exerce une force constante, le machin fronce. La cause, c'est la force constante. La conséquence, c'est le truc froncé. L'inverse, c'est très rare. C'est très rare d'avoir un machin qui fronce et ça sort un truc à vitesse constante. C'est ce que vous faites quand vous voulez récupérer le cordon qui est perdu dans le Kawai. D'accord? Et vous savez, c'est beaucoup plus dur. D'accord? C'est beaucoup plus dur dans ce sens-là. Le sens normal des non-linéarités, c'est exercer une force constante, provoque quelque chose de compliqué. Donc, on repart de là, on l'a déjà vu, ça tire, l'anneau se contracte, d'accord? Et, on va en voir un autre, l'anneau se contracte, ça plie, ça plie, ça plie. Ah, ça plie pas encore. Alors on va le reprendre là. Voilà. Voilà, le résultat, c'est le cœur. C'est impossible, quand on voit l'étal de la boucherie, de voir que le cœur que vous voyez, c'était un bord d'arc qui s'est rapproché parce qu'il était contracté, et ça a tout froncé, et ça fait une boule. Mais notez bien que cette boule, elle est le long de l'axe médian. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passerait si je coupais ici? Alors, voilà, donc on coupe là, avec un petit bistouri, et qu'est-ce qu'on voit? Ça se sépare, et ça fait deux demi-cœurs que vous pouvez filmer, ils battent chacun à leur propre rythme. Donc c'est exactement l'opposé du cyclope. Le cyclope, c'est que vous avez naturellement deux yeux bilatéraux, c'est pas facile de faire un cyclope, il faut que ça fasse un œil au moment où tout est là. Le cœur, c'est exactement l'inverse, il est suivant l'axe médian, ça fait une grosse patate, mais si vous arrivez à les séparer, physiologiquement, ça va faire deux cœurs. Il y a des animaux qui ont des cœurs bifides, plus ou moins bifides, ils sont couplés un peu au milieu, etc. Donc ça a été refait par des tas de gens, cette manip. C'est assez facile de faire des animaux avec deux cœurs. Donc, on a compris, la cascade, on a des anneaux, des anneaux, des anneaux, et ça devient des tubes dans des tubes dans des tubes.
Alors, je peux vous montrer le sac amniotique. Je vais vous montrer le sac amniotique. Ça vous dit? Alors, le sac amniotique, c'est comment le bébé fait un sac. Donc, là, je vous montre un poulet. C'est un amniote. Alors, les amniotes, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est les animaux qui se développent dans un sac amniotique. Donc, c'est les reptiles, les oiseaux, les mammifères, et puis les, je sais pas quoi, là, les eutériens, enfin comment on appelle ça, l'animal qui a un bec de canard, là. Oui, comment c'est déjà? Ornithorynque, oui, c'est ça, merci. Voilà, enfin, ces animaux-là se développent dans un sac, et pas les poissons, tout ça, qui se développent dans un œuf, mais il n'y a pas de sac autour du bébé. C'est assez important, le sac, parce que le bébé, il met la pression dans le sac. Il met du liquide. Donc, mesdames, mesdemoiselles, quand vous aurez des enfants, vous aurez un ventre qui sera méchamment tendu. C'est en fait, le bébé, c'est la salive qui sort du poumon du bébé qui remplira votre ventre. Donc, le sang passe dans le placenta. Le bébé récupère du liquide dans le placenta et il le restitue par les bronches. Et ça remplit le ventre et ça tend le ventre. Et le sac amniotique est tendu. Et s'il y a un trou dans le sac amniotique et qu'il y a une fuite de liquide amniotique, ça provoque une condition qui s'appelle oligohydroamnios. Ça fait des enfants pas très bien formés. C'est un peu un problème. Alors voilà. Donc, ce poulet que je vous montre depuis 1h30, il n'a pas de sac amniotique. Alors comment il a fait? Il a perdu. Ah non, il va arriver. Il va aller chercher le sac amniotique. Donc ça, c'est les plis de l'axe de la queue. D'accord? Et c'est toujours en train de s'étirer comme un fer à passer dans une seule direction. Pardon. Là. Voilà. Et, toc, ça touche la surface, ça déclenche le pli de l'anneau d'après, comme un cordon de porte-monnaie. Et donc, l'anneau plus loin, qui attendait gentiment son tour, fait un espèce de sac autour du bébé. Voilà, c'est comme ça que c'est fait. C'est d'une simplicité, j'ose pas dire biblique, parce qu'il ne faut pas, mais c'est très très simple. Alors, chez les humains, c'est pas pareil. Chez les humains, ça délamine, ça fait une cloque, comme ça, toc, alors que chez les reptiles et les oiseaux, ça délamine comme ça. Vous voyez là, d'accord? Okay, donc il y a une différence. Chez les humains, ça cloque comme ça, et chez les oiseaux, ça cloque des deux côtés, ça fait ça. Chez certains reptiles, ça cloque que d'un côté. Chez les crocodiles, ça cloque que d'un côté. Mais donc, là, en fait, ici, il y a une peau qui est intégrée au poulet, alors que chez les humains, elle se décolle. Alors ça, c'est du côté de la queue, ça, c'est du côté de la tête. Okay. Et puis les deux demi-anneaux se rejoignent et ça se ferme. Ça se ferme sur... Voilà, ça se ferme sur le bébé. Voilà. Bon, je peux vous montrer, ça c'est le moment... Voilà, ça c'est l'anneau qui va tirer, les cellules qui sont là, elles font un anneau. C'est une ceinture de cellules. Ça c'est le moment exact où ça devient 3D. Vous voyez là, c'est plat, c'est plat, c'est plat, c'est plat, c'est plat, c'est plat, et là maintenant vous êtes obligé de sauter. Il y a un surplomb. Vous voyez là, il n'y a pas de surplomb, là il n'y a pas de surplomb, il n'y a pas de surplomb, et au bout d'un moment vous avez un surplomb. Voilà, là il y a un surplomb. Là c'est flou, là c'est net, donc c'est pas dans le même plan. Ça c'est une image en microscopie électronique. Ben là maintenant vous reconnaissez, le disque central il s'est beaucoup allongé, le disque d'après qui va faire le corps il est là, et ça c'est l'anneau d'après qui va faire le sac amniotique. Donc on a réglé le sac amniotique. Maintenant il y a les pattes. Vous voulez que je parle des pattes? Oui. Bon. Ok. Alors ça c'est le film que je viens de vous montrer, qui vous explique la formation du sac amniotique. Très bien. J'ai oublié de dire, mais les vitesses à laquelle ces anneaux se referment, c'est les mêmes pour tout. Le cœur, c'est un anneau qui se referme, c'est la même force. C'est le couple actomyosine. Donc en module, les forces sont les mêmes. C'est aux vitesses constantes. Bon. Alors là, on a regardé ici. Maintenant, on ne va pas regarder là. On va regarder là. D'accord? Voilà. Vous avez ce pli qui est apparu. D'accord? Là. Ça, c'est le pli qui est le bord des nageoires des poissons et le bord des futures pattes. Ici, il y a un petit bourrelet épais. C'est en gros quelque chose qui va être comme vos ongles, la région de vos ongles. Un petit bourrelet spécial au bout qui va faire les ongles. Donc quand on regarde ce qui se passe, on voit que la queue tire et en fait, elle enroule ce qu'on appelle la plaque latérale. Donc c'est comme si je poussais mon doigt dans de la guimauve.
ou dans du yaourt, je sais pas, ceux qui ne connaissent pas la guimauve, bah, je tire, ça s'enroule, quoi. Un peu comme le bassin, mais à une échelle un peu plus petite. On peut superposer les images, on voit l'enroulement. Donc là, c'est peut-être pas très net. Ah, j'ai perdu le film. Ah bah si, non, il est là. Voilà, vous voyez, la queue est à gauche, d'accord, ça tire, et là, ça s'enroule. Alors maintenant, si je regarde la queue avant qu'elle soit passée par-dessus le plan, et c'est la queue qui passe par-dessus le plan et qui plie la peau, entre la peau future dorsale et la peau future palmaire. D'accord? Ce qu'on a vu là, je vous ai montré, je reviens pour que ce soit très clair, je vous ai montré un pli là, d'accord? Et celui-là, je ne vous ai pas prouvé qu'il était sur un anneau. D'accord? Donc pour ça, il faut aller faire de la microscopie électronique, et on voit effectivement qu'il y a des anneaux de cellules, et on voit qu'il y a des anneaux de grosses cellules là, et des anneaux de petites cellules là. Ça va être les cellules palmaires, et ça va être les cellules dorsales. Donc la structure, c'est des anneaux comme ça pousse, là ça plie, ça va faire le bord du corps et des pattes, et le pli d'après va faire le sac amniotique. Mais c'est un peu automatique. Je passe sur la génétique, ça ne vous intéresse pas, je passe là-dessus. Donc je ne sais pas, ça fait déjà beaucoup. Si vous voulez, je m'arrête. Ou si vous voulez, je passe aux vaisseaux sanguins. J'avais prévu une petite exposé sur les vaisseaux sanguins. Oui, vous voulez voir les vaisseaux sanguins? Bon, donc là, je vous ai montré un animal. Vous avez à peu près compris comment est fait l'animal, finalement. Vous voyez, ce n'est pas compliqué du tout. Moi, j'ai un avis, je suis désolé de donner mon opinion, mais en fait, c'est très difficile de faire les animaux. La nature, elle a trouvé ça. Les animaux, ils ont changé très très peu, en fait. En 300 millions d'années, ça n'a pas beaucoup changé. Ça, en fait, c'est complètement coincé par la physique. C'est tellement robuste, ce mécanisme. Ben, on ne peut pas faire tellement autre chose, quoi. Donc ça fait des plis, ils sont faits comme ça. Et tous les animaux, à ce stade-là, se ressemblent. Bon, à ce stade-là, il n'y a pas encore de vaisseau sanguin. À la fin, là, s'il y en avait, mais au début, il n'y a pas de vaisseau sanguin. Les vaisseaux sanguins, les nerfs, c'est une décoration d'une maquette d'animal qui, au début, n'en a pas. Donc vous pouvez très bien concevoir la fabrication complète d'un petit animal. Il ne sera pas viable, mais il n'y aura ni nerfs, ni une espèce de poupée en plastique. Et après, les vaisseaux sanguins se mettent dessus. Donc typiquement, ça, c'est les vaisseaux sanguins d'un bras. Hein, voilà. Alors là, il faut que je change d'exposé. Voilà. Je vais là. Tout doudou. Alors, les éthiopathes. Voilà. Donc, toutes ces matières dont j'ai parlé, elles sont toutes petites, et tant que c'est tout petit, ça peut se passer de vaisseaux sanguins, parce que ça s'oxygène par diffusion. Est-ce que vous connaissez la diffusion? Ça vous dit quelque chose? Bon. Les petits insectes se respirent par diffusion. Les insectes plus gros, ils sont obligés de voler pour respirer, parce qu'ils ont des trous. Et quand ils volent, l'air passe à travers les trous et ça les ventile. Je crois qu'il n'y a que la sauterelle qui a un poumon. Donc, un morceau de chair qui fait plus de 3 mm a besoin d'une circulation pour être viable, pour s'oxygéner. Et aussi pour apporter du sucre. Donc ça, c'est, vous savez, ce gars là qui fait des moulages de condamnés à mort chinois, là. Et puis il moule les vaisseaux sanguins, puis après il dissout les gens dans l'acide sulfurique, et il récupère juste la vasculature. Vous avez entendu parler de ça? C'est un peu controversé. C'est un Suisse, un médecin suisse. Ça a été interdit à Rouen, l'expo, mais c'est autorisé à Montpellier. Enfin, je sais pas. Donc on voit qu'il y a beaucoup de vaisseaux. Hein. Dans un corps humain, il y a 40 000 ou 50 000 km, peut-être 100 000 km de vaisseaux sanguins. 100 000 km. Vous les mettez bout à bout. Hein. Oui, puisque tous les 10 microns, vous avez un vaisseau. Vous faites 10 microns au cube, vous multipliez par le volume, vous obtenez... Ça, c'est un cœur, un rein, ça, c'est la rétine, ça, c'est la main. Donc, le rôle de la circulation, c'est d'apporter l'oxygène, les nutriments, évacuer les déchets. Il y a le sang rouge riche, et puis le sang pauvre ou sale, c'est représenté là. Eh bien, rebelote, nous on a nos techniques fantastiques pour filmer tout à toutes les échelles qu'on veut. Donc on prend notre poulet, parce que notre poulet il fait son petit placenta à lui, qu'on n'appelle pas placenta, mais qu'on appelle le sac
vitellin. Donc les poulets ont un sac vitellin. Nous avons aussi un sac vitellin, mais il est écrasé par le placenta, donc on ne le voit plus au bout de quelques jours. Mais les marsupiaux, vous avez des marsupiaux qui sont vitellins, qui sont placento-vitellins, les placentaires. Bon. Donc c'est des organes qui sont à l'extérieur. C'est l'organe le plus simple que vous puissiez imaginer, c'est une espèce de rondelle avec des vaisseaux dedans. Et la rondelle, elle fait quoi? Elle est à la surface du jaune, elle tète le jaune, et le sang ramène la nourriture, les acides gras, le cholestérol, ce truc-là, au bébé. Donc ça, c'est quand vous filmez, vous prenez une photo de temps en temps, vous voyez ça. Donc vous voyez qu'en quelques heures, une vasculature apparaît autour d'un poulet. Voilà, alors une vasculature, ça, voilà, ça bat. Si vous allez zoomer, vous voyez les écoulements. Ça prend quelques heures, en 6 heures, vous avez une vasculature. Enfin, c'est absolument fascinant. Mais comment ça arrive? Alors voilà, ça c'est le genre de film qu'il faut avoir vu une fois dans sa vie. Voilà, à peu près, je ne sais pas, 36 heures du développement d'un poulet. Là, il y a tout ce que je vous ai raconté, ça s'est passé là. Et là, vous avez la vasculature de l'organe le plus simple, c'est une rondelle. Après, dans des organes plus compliqués, il faut tenir compte du paysage, c'est plié, c'est rond, il y a des tas d'autres trucs. Là, il y a un os, c'est dur, là, c'est mou. Mais dans l'organe le plus simple, ça, c'est la formation d'une vasculature. Et en fait, ça se propage comme un éclair. Au début, je vous ai montré des espèces de vasculatures dans le sable ou des éclairs en plastique. Alors, je n'ai pas fait ça sans raison. C'est parce que le mécanisme de formation des vaisseaux sanguins est très proche de la propagation des éclairs. Alors pourquoi? C'est que d'abord, vous avez des capillaires qui se mettent en place, c'est une rétine. Vous avez des capillaires, c'est des petites boucles. Il n'y a pas de gros tuyaux, des petites boucles. Donc c'est des espèces de plats de vermicelle qui font des espèces de petites boucles qui vont partout, qui se faufilent partout. Et ces petites boucles, ça se comporte comme un espèce de grillage de petits vaisseaux sanguins. Et maintenant, imaginez que vous ayez un espèce de grillage de vaisseaux sanguins, mais que là où il y a de l'écoulement, ça s'élargit. D'accord ? Pour la même raison que sur la plage de Granville, que je vous ai montré, quand il y a de la mer qui descend, ça creuse. Alors là, ça ne creuse pas, c'est pas que ça enlève des cellules, mais les cellules, elles sentent qu'il y a de la pression, elles s'élargissent. Eh bien, ce problème, du point de vue mathématique, c'est un problème qu'on peut écrire mathématiquement, avec la conservation du fluide dans les tuyaux, la loi de l'incompressibilité, avec une équation de rétroaction de l'écoulement sur les tuyaux. Vous vous dites, voilà, s'il y a telle pression, ça s'élargit. Eh bien, formellement, c'est le même problème que ces problèmes-là. C'est pour ça que ça se ressemble et que ça fait des arborisations. C'est ce qu'on appelle les croissances dendritiques, le problème laplacien. C'est instable, c'est-à-dire que vous n'allez jamais avoir une espèce de masse homogène qui pousse, ça va toujours faire des branches. C'est l'effet paratonnerre, c'est que dès que vous avez une branche, elle a envie de pousser davantage parce qu'elle attire l'écoulement. Alors ça paraît bizarre, mais dès que vous élargissez un vaisseau quelque part, voyez, si j'élargis un vaisseau quelque part, ça augmente l'écoulement là au détriment de l'écoulement là. Donc dès que vous élargissez un vaisseau dans une certaine direction, ça a l'avantage par rapport aux autres. Ah, mais ça, c'est un problème auto-organisé, self-similaire, fractal. Ça vous dit quelque chose, des fractales? Non? Ça se reproduit à toutes les échelles. Donc ça fait des petites, des moyennes, des grandes branches. Voilà. Donc, ça génère cette structure. Ça peut se modéliser à peu près. Alors, c'est pas très réaliste. C'est pas très réaliste parce que dans ce que vous avez vu, il y a aussi la dilatation, le tissu, il pousse en même temps, puisque ça accompagne la croissance. Non seulement ça accompagne la croissance, mais c'est la cause. Ça nourrit le bébé. Donc je passe. Donc en fait, quand on suit un rectangle, on voit qu'il y a une espèce de dilatation. Et en fait, le tissu croît comme si j'injectais de l'huile au centre et que ça s'étalait. Donc on peut modéliser l'étalement de ce fluide qui est de la pâte vivante. Donc c'est le même genre d'équation que ce que je vous ai montré pour les rotations, etc. Mais là, c'est plutôt une source au centre et ça s'étale. Donc ce n'est pas un dipôle, c'est un monopôle. Je passe. Ça ressemble un peu à la dynamique des glaciers. Hein, si vous allez voir les glaciers en montagne, vous avez des super cartes postales où on voit une espèce de grosse langue bavante qui descend la vallée avec des espèces d'arcs comme ça à la surface. On a l'impression que c'est une espèce de liquide qui descend. Alors le glacier peut être debout dessus, c'est solide. À l'échelle des millions d'années, c'est un liquide.
à l'échelle de la saison, c'est un solide. Mais si on veut modéliser l'écoulement du glacier, bah, c'est les mêmes maths que ça. Voilà, donc si on tient compte de la dilatation des tissus, bah, on trouve des choses qui ressemblent beaucoup plus. Voilà. Alors, je vais bientôt finir. Je passe. Oui, on peut s'amuser à mettre des obstacles. Oui, c'est une espèce de pâte à modeler, elle fait le tour de l'obstacle. Vous voyez cette image-là, oh, bah, ça ressemblerait bien à un cerveau vu à plat. Oui. Si vous regardez de travers, oh, bah, oui, ça ressemble un peu à la vasculature d'un cerveau. Si vous tendez, vous prenez l'embryon, vous le tendez, bah, ça fait des vaisseaux très différents parce que ça modifie les forces à l'intérieur. Alors on comprend bien que des endroits tendus dans le corps n'ont pas les mêmes vaisseaux que les endroits pas tendus. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on s'amuse à faire dans des labos. Là, je vais bientôt finir. Voilà une expérience typique d'embryologie. Et vous voyez, on peut aller filmer les vaisseaux qui sont là. Et il y a un phénomène en plus dont je n'ai pas parlé, c'est que là, je vous ai montré la formation des artères. Mais par rapport à la plage de Granville, où vous avez des petites rigoles, il y a une différence, c'est que vous avez des artères et des veines. Donc vous avez des vaisseaux qui apportent le liquide et des vaisseaux qui collectent le liquide. Donc en fait, quand vous voyez ça, c'est pas évident pour vous, mais là il y a des artères, des veines, des artères, des veines. Ah ben, en fait, c'est bizarre, ça s'entrelace. Au lieu que les artères et les veines soient comme ça, d'accord ? Les artères et les veines sont comme ça. C'est très entrelacé. Ah oui, alors ça, je vous montre ce film-là. Là, vous avez le sac vitellin, et je vais vous montrer la membrane chorioallantoïque, c'est un autre organe. Ça vaut la peine de vous le montrer parce que vous allez voir la formation des vaisseaux sanguins dans une espèce de petite vessie qu'ont les oiseaux, mais en même temps les pattes, parce que là, je vous ai dit, là, il y a le bord, là, ça va faire les pattes, mais vous n'avez pas vu la sortie des pattes. Voilà. Voilà. Donc si vous regardez là, vous voyez la formation des vaisseaux sanguins de la membrane chorioallantoïque. Si vous regardez là, vous voyez la formation des pattes. Vous voyez ? D'accord ? Alors ça gigote beaucoup parce que l'embryon, à cet âge-là, c'est un petit poussin, il bouge, il remue, il fait de la gymnastique, hein. Ils font de l'exercice beaucoup. Hein. C'est très important pour les embryons de faire de l'exercice, hein. Sinon ils sont très très atrophiés, etc. Donc ils font beaucoup d'exercice et les dames qui ont eu des enfants le savent. Voilà, c'est le même embryon, hein. Il est repris un peu plus tard, et ça encore un peu plus tard, donc il fait des vaisseaux sanguins de plus en plus riches, de plus en plus nombreux, de plus en plus entrelacés. Donc là, vous avez les petites boucles, et vous voyez les gros vaisseaux. Ça, c'est une vue de l'écoulement, d'accord ? Et à la fin, c'est une vue des vaisseaux. Vous voyez que chaque 5 microns, vous avez un vaisseau. S'il y a un trou là-dedans, vous êtes mort. Donc tout votre organisme, ça fait peur, tout votre organisme est rempli de ces petits tuyaux partout. Et si vous avez le moindre problème, c'est fini. Donc, je ne sais pas comment ça marche, c'est extraordinaire. Alors maintenant, vous regardez, vous voyez là, on ne voit pas, mais en fait, il y a toute cette petite vasculature qui est présente, qu'on arrive à imager avec des techniques modernes. Je passe pour arriver là, pour voir que c'est entrelacé, les artères et les veines s'entrelacent. Donc l'écoulement, il aurait tendance à faire attirer les artères vers les veines, parce que j'ai dit, ça se dilate dans le sens de l'écoulement. Et pourtant, à petite distance, les artères et les veines se détestent. Elles se repoussent. D'accord ? Voilà, c'est tout ce genre d'image qu'on peut faire dans un embryon. Alors on voit qu'en fait, il y a une zone terminale qui est une espèce de tête chercheuse, et c'est elle qui va choisir ou pas d'aller vers la veine. Alors je vais vous montrer des vidéos. Qu'est-ce que je peux vous montrer ? Voilà, je vais vous montrer le genre de vidéo. Voilà. Ça, c'est, je ne sais pas, 60 heures de la formation d'une vasculature. Vous voyez ? Là, il n'y a que des petits capillaires. Et puis à la fin, vous avez des veines et des artères entrelacées. Vous voyez ? Alors, si vous allez là, d'accord ? Là, il n'y a rien, là. Il n'y a pas d'artère ni de veine, là. D'accord ? Là, il n'y en a pas, là. OK ? Et puis un peu plus tard, voilà, vous avez une artère, et là, vous avez une veine. D'accord ? C'est 40 heures peut-être, c'est très très rapide. Mais on va regarder par exemple ici, là. Regardez là. Toc, vous avez vu que ça s'est écarté ? On va regarder à nouveau. Là vous avez l'artère, la veine. Regardez bien. Attention. Toc, ça s'est écarté. Vous l'avez vu ? Oui. Il y a une interaction répulsive entre les artères et les veines. Et je vais finir là-dessus. C'est des résultats qui ne sont pas encore publiés. Donc, et d'où ça vient cette interaction répulsive ? C'est l'effet Vasarely. Alors vous êtes trop jeune pour avoir connu un artiste des années 70
qui s'appelait Vasarely et qui peignait beaucoup d'œuvres comme ça. C'est-à-dire, il y a le même nombre de carrés partout, mais si vous dilatez cela, vous êtes obligé de contracter cela. D'accord ? Et c'est ça la force répulsive. C'est qu'en fait, à l'endroit où vous avez les artères qui arrivent, le métabolisme est très actif, parce qu'il y a beaucoup de bouffe, il y a beaucoup d'oxygène, il y a tout ce qu'il faut, les cellules sont vachement contentes. Donc ça grossit. Donc on peut mesurer les vitesses comme je vous ai montré, et on voit que ça fait des espèces de petits pop-corn sous les artères, et c'est le pop-corn qui, en gonflant, écarte les veines. D'accord ? Donc ça peut se mesurer. J'avais des photos, attendez, je vais vous les montrer. Voilà, si on mesure le relief, on voit qu'en fait, autour de chaque artère, il y a une espèce de petite cloque. Il y a une espèce de petite cloque autour de chaque artère, et c'est pour ça que les veines, c'est pas évident là, mais les veines font le tour des artères. On voit là qu'il y a des veines qui font le tour d'une artère. Hein. Ça se voit bien sur mon ordi, mais c'est peut-être un peu sombre. Voilà, donc c'est pour ça que vous avez systématiquement une répulsion artéro-veineuse. Les endroits comptants, ils chassent les veines. Voilà, bon, j'en ai 13 à la douzaine. Hein. Ah là, c'est encore mieux, là, puisque là, on part, il n'y a vraiment rien. Là, voilà, il y a s'il y a quand même une artère là. Okay. C'est pas un zoom, c'est l'animal qui grandit. Donc au fur et à mesure qu'il grandit, il faut qu'il remette des vaisseaux, parce que s'il grandit, les petits apparaissent, il faut remettre des vaisseaux. Donc à toutes les échelles, à tous les âges, ce phénomène se produit. Si ça ne se produit plus, vous décédez. Voilà. Donc les gens qui ont des diabètes, par exemple, c'est des gens où il y a trop de cavités. Ils n'ont pas les vaisseaux pourris. Les gens qui ont le diabète, ils n'ont pas les vaisseaux pourris. Ils ont des vaisseaux où il y a moins de capillaires. Donc il n'y a pas assez d'irrigation du tissu. Mais du point de vue vasculaire, quand on prend des photos des vaisseaux, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas ce que c'est ça. Oh, ça, c'est pas très intéressant. Alors pourquoi les images ne sont pas toutes 1600 points par 1200 points? Parce que l'embryon, il bouge beaucoup. C'est 60 heures. Pendant la nuit, on va dormir. Et donc il sort du champ, donc il faut recaler les images en time-lapse. Et donc on perd une partie de l'image. D'accord? Voilà. Donc un film comme ça, c'est 1 téraoctet de données. Hein. C'est très, très, très... Il y a beaucoup de travail pour obtenir des films comme ça. C'est une résolution de 5 minutes, HD. Les embryons qui sont quand même vivants. Voilà, la conclusion, donc, c'est que les vaisseaux sanguins vont partout parce qu'ils remontent les écoulements. Les artères vont vers les veines parce qu'il y a une interaction attractive par la physique, par l'écoulement entre les artères et les veines. Mais à courte portée, le métabolisme est plutôt répulsif. Et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas des shunts directs. Si vous faites un shunt direct, c'est très très mauvais, ça fait des pathologies très graves. Et bon, voilà, j'ai débordé beaucoup. Écoutez, je m'arrête là, et puis je vous remercie, et je vais bien répondre aux questions. Le système nerveux? Comment il s'organise, le système nerveux? Ah oui, oui. Alors, en fait, il y a une chose importante à savoir. Je vous ai montré au tout début, je vous ai montré des films de gastrulation. Et donc, vous avez vu au début ces cellules qui migrent sous la surface de l'ectoderme. Donc, en gros, vous avez deux types de cellules. Vous avez des cellules qui font des coques, des plaques, et vous avez des cellules qui font des espèces de gélatine et qui courent. On appelle ça la transition épithélium-mésenchyme. Donc, en gros, vous avez deux types de cellules. Vous avez des cellules qui font des canettes de coca collées les unes à côté des autres, et vous avez des cellules qui font des œufs sur le plat qui partent en courant. Du point de vue de la photo, un œuf sur le plat, c'est une cellule fibroblastique. Bon, alors maintenant, il faut savoir que les cellules nerveuses et les cellules endothéliales, donc les cellules des vaisseaux sanguins et les cellules nerveuses, c'est des cellules assez voisines du point de vue de leur dynamique, et elles avancent, elles se propagent, elles se reconnectent avec les mêmes petits câbles. Donc c'est la neuropiline, les néphrine B2. Donc le passway moléculaire qui sert, bon, je n'ai pas montré, il y a beaucoup de molécules que je n'ai pas discuté, mais les cellules, elles ont des espèces de petits poils avec lesquels elles avancent. Et en fait, ces petits poils sont les mêmes dans les cellules nerveuses et dans les cellules des vaisseaux sanguins. Donc en fait, la dynamique de propagation
à tout l'organisme, c'est la même. Voilà, déjà. Après, les cellules ont des types différents, elles peuvent être plus allongées pour les neurones, etc. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, tous ces mécanismes de croissance sont très sensibles à la texture, donc aux conditions locales mécaniques. Et s'il y a des lattes de parquet, ça va dans les lattes de parquet. Donc, si vos lattes de parquet, c'est des fibres, ben, ça suit les fibres. Si vos lattes de parquet, c'est des vaisseaux, ben, ça suit les vaisseaux. Donc, typiquement, les nerfs, ça remonte les vaisseaux sanguins, en fait. Ça a été montré. Le plan de vaisseaux sanguins sert de support au plan pour pas mal de nerfs. Il y a d'autres endroits, c'est le plan des muscles qui sert, ou c'est le plan des anneaux, de ci, de ça. Dans l'intestin, il y a des anneaux contractiles qui sont spontanément contractiles. Ils vont servir à positionner les nerfs. Donc il y a une relation encore matérielle entre la navigation et le paysage. Et le paysage des nerfs, bah, c'est l'embryon qui est déjà fait. Donc c'est les vaisseaux sanguins. Ça, c'est pas vu, mais dans un des films, on voit le début de la formation des nerfs. Je ne vous le remontre pas parce que c'est pas assez net pour qu'on voit. Mais les nerfs, ils partent de la tête. Et il y a un moment où il y a la moitié des cellules du cerveau qui partent pour devenir les nerfs du système périphérique. Voilà. Et ils partent, et ça décore. Voilà. Ça fait une espèce de filet. Ça s'appelle les nerfs. Mais pourquoi on a des nerfs? Pourquoi les nerfs sont nerveux? Moi, personnellement, je n'ai pas d'informations là-dessus. Moi, je m'intéresse plutôt à la mécanique macroscopique de formation. Ça rencontre une dynamique centrale aussi. Pardon, attendez. Ça rencontre une dynamique centrale, c'est-à-dire que là, en fait, vous avez décrit une dynamique périphérique. Oui. Vous dites que le nerf remonte les vaisseaux sanguins. Oui. À un moment qui rejoint le tube neural, quelque part. Non, c'est le contraire. Donc, le tube neural va à la rencontre du nerf. C'est le contraire. Les nerfs. Tout part du tube neural. Les nerfs, oui, tout part du tube neural. Absolument tout part du tube neural. Oui. Les nerfs, c'est des cellules de cerveau, de tube neural qui se sont perdues, en fait. Voilà, qui sont parties. Je vais essayer de vous le montrer, attendez. Quand vous dites qu'il remonte le vaisseau, Ils suivent. Si vous mettez un vaisseau tout fait et vous laissez un nerf traîner à côté, il va suivre le vaisseau. Il va suivre le vaisseau. Attendez. Il n'y a pas de nerf de base sur le plexus artériolaire. À la base, il n'y a pas de nerf. À la base, il n'y a pas de nerf. Les nerfs, l'origine, si vous voulez, intellectuelle du nerf, le nerf, c'est une sorte de petite branche, comme ça, d'accord? Et l'intérêt du nerf, c'est de synchroniser. Donc, si vous avez 5 branches avec un tronc, vous pouvez envoyer par le tronc de quoi synchroniser 5 autres choses. Donc, l'origine des nerfs, c'est la synchronisation du muscle. Donc, tous les organes ont des muscles, en particulier la digestion, qui est l'organe le plus primitif, qui fonctionne de façon autonome. Donc, vous avez des embryons qui n'ont pas encore de nerfs, ils ont déjà des mouvements digestifs. Mais ces mouvements digestifs sont un peu bordéliques, ce n'est pas très synchronisé. Donc, c'est ce qu'on appelle les contractions myogéniques. Et les nerfs sont là pour synchroniser les mouvements, pour que ce soit coopératif et que ça se passe bien. Donc, typiquement, pour que le bol alimentaire, aille de façon de l'entrée vers la sortie sans faire n'importe quoi. Donc, le nerf, c'est une machine à synchroniser. Le truc génial, c'est que quand on met les nerfs entre eux, qu'ils n'ont plus rien à synchroniser, ben, ils se causent et puis ils font des trucs entre eux et ça se met à réfléchir, quoi. Mais à l'origine, c'est purement digestif, le nerf, et c'est pour coordonner la digestion. Alors, j'avais dit que j'allais vous montrer un film, je vais vous montrer ça. C'est-à-dire que les plexus intramuraux ne sont pas la même origine. Je ne sais pas si vous voyez, là, on voit partir les... Oh, on ne voit pas. Oh, on voit partir les nerfs. Là. Désolé, on le voit là. Les nerfs, c'est en gros une partie du cerveau qui s'appelle la crête neurale, qui délamine, et les cellules se barrent en courant, et ça fait des nerfs. Voilà. Ça vient pas tous du cerveau, il y en a qui viennent d'un peu plus bas, hein, de la moelle épinière, la future moelle épinière. C'est les cellules de la crête neurale. C'est un truc à connaître, les cellules de la crête neurale, parce que c'est des cellules qui se barrent en courant, et elles contribuent à pas mal de choses dans l'organisme, notamment les dents, les mâchoires, etc.
qu'il y a besoin d'une contrainte? Alors, justement, vous dites qu'il y a une espèce de force qui est tout le temps la même. Oui. Et cette force, elle est liée au facteur de nutrition des cellules initiales, c'est-à-dire à leur croissance. Oui, donc en fait, les petits anneaux que je vous ai montrés, je vous ai dit, il y a des petits anneaux, je vais le remontrer, je vous ai même montré vraiment un des anneaux, quand j'ai parlé du sac amniotique, c'était là, voilà. Donc ça, c'est pas vraiment un muscle, mais c'est une espèce de proto-muscle, c'est une espèce de petite ceinture de cellules. Elles sont peignées, c'est-à-dire là, elles ne sont pas alignées, et puis petit à petit, on voit les cellules s'aligner là. Elles sont comme peignées le long du bord, elles s'alignent, et plus elles s'alignent, plus c'est coopératif, et ça devient comme un espèce de proto-muscle, sachant que les molécules qui servent à faire ces petits mouvements que vous voyez là, les petits mouvements longitudinaux, ce sont les mêmes que les molécules qui servent dans le muscle. C'est le couple actine-myosine. Et donc là, c'est à plat, ça fait une sorte de ruban, ok. Mais dès que ça plie, les rubans deviennent des espèces de cordes. Bon, j'ai pas là, mais j'ai des photos beaucoup plus en gros plan de ces espèces de cordelettes là. Et là, c'est vraiment une espèce de proto-tendon. C'est une espèce de corde avec des cellules super alignées. On appelle ça même des câbles supracellulaires en biologie. Et là, ça tire, ça devient beaucoup plus coopératif. Donc c'est la même. Donc si vous voulez, les mouvements que nous on a sont une conséquence des mouvements qui ont permis notre morphogénèse. Donc quand je vous dis l'attracteur c'est un poisson, il faut bien comprendre. Les muscles, les anneaux qui ont servi à plier les tubes, la force est encore disponible après. Mais les tubes, ça devient des anneaux. Donc les contractions qui ont fait ça, elles se retrouvent comme ça et ça fait des contractions comme ça. Donc en fait, les anneaux que vous contractez comme ça fait des tubes dans des tubes dans des tubes qui avancent. Vous voyez, c'est pas que des tubes dans des tubes dans des tubes. Ça fait des tubes dans des tubes dans des tubes qui bougent. Et on comprend que ce soit sélectionné parce qu'un truc qui bouge dans la mer, ça va manger mieux, puisque ça va rentrer à un bout, ça va sortir à l'autre, ça sera plus efficace. Quand vous parlez d'anneaux, de toute façon, ça c'est en 2 dimensions. Oui. C'est en volume, donc c'est déjà des tubes au départ. Non, au départ c'est plat, ça s'enroule, et les cellules, je ne vais pas montrer, mais les cellules, quand on les tire, ou qu'on les tend, ou qu'on tire dessus, ça prend 10 minutes à une cellule de s'orienter dans le champ où on exerce une force. Donc à partir du moment où on a fait un cylindre, les cellules se mettent en anneaux sur le cylindre. Donc les mêmes cellules qui étaient un peu à plat comme ça, quand on fait un anneau, un cylindre, elles font des anneaux. Et à ce moment-là, leurs contractions sont des contractions qu'on appelle péristaltiques. Ça devient des contractions comme ça. Donc il y a une... Le gradient initial. Pardon ? Le gradient initial vient d'où ? Le gradient de quoi ? Des forces. Ah, le gradient de force. Ah oui, le gradient de force. Alors, la réponse est je ne sais pas. C'est-à-dire, à partir du moment où on a des contractions, la moindre chose qui va briser la symétrie, ça va faire de la tête vers la queue ou de la queue vers la tête. Mais à partir du moment où vous avez un tube qui se contracte dans un sens, quel que soit le sens que vous avez choisi, on appellera la tête l'endroit où ça rentre et la queue l'endroit où ça sort. Alors maintenant, dans les proto-intestins, enfin l'intestin à E6 pour un poulet, les contractions, ça va pas mal dans un sens, mais il y a quand même des retours en arrière, des réflexions, donc c'est pas bien organisé. Il faut les nerfs pour que ce soit très organisé. Notamment, ça rebondit autour du nombril. Donc l'embryon, il mange pas. Il fait ses intestins avec les mouvements. Il digère pas. C'est du vide. Enfin, c'est de la flotte, mais il mange pas parce qu'il mange par le cordon ombilical. Donc en fait, il fait travailler ses intestins à vide. Et quand il naît, les intestins fonctionnent. Mais donc il y a quand même, effectivement, une mesure de symétrie. Mais là, peut-être c'est le cerveau, je sais pas, qui fait que ça fait un gradient bien organisé. Ouais. Ben, il y a pas mal de gens qui ont vu que dans la queue, il y a des espèces de maxima de pas mal de choses. Donc la queue, ça contient
beaucoup de morphogènes et de facteurs de croissance sont concentrés dans la queue et font un gradient de la queue vers la tête. Donc peut-être ça. Ça suffit à organiser le gradient. Peut-être. Une question qui demande est-ce que c'est la même synergie avec le système lymphatique? Ah, le système lymphatique? Oui, les lymphatiques. Alors les lymphatiques, c'est une grande question. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y a un troisième système vasculaire, j'en ai pas parlé, c'est le système lymphatique. C'est un système qui n'est pas très centralisé, au sens où il n'a pas de cœur, mais il fonctionne avec des petits mouvements de contraction qui remontent les liquides. Et ça collecte le liquide qui fuit des artères et des veines. Il y a des petites fuites, ça collecte ce liquide et ça le réinjecte, je crois, sous l'aisselle, je crois, il me semble. Non? Par là, oui, à la clavicule, là, c'est ça. Et c'est, je sais pas, c'est une dizaine de litres par jour, hein, enfin, c'est un truc assez important quand même. C'est une dizaine de litres par jour. Donc c'est un écoulement qui n'est pas très actif, mais qui est distribué. Ce n'est pas un écoulement centralisé. Et alors en fait, c'est assez flexible. Il y a des veines qui peuvent devenir des lymphatiques au moment de la morphogénèse. Ce n'est pas complètement déterminé quel vaisseau va devenir quel vaisseau. Bon. Donc il y a un troisième circuit. Je ne suis pas spécialiste des lymphatiques, mais il y a une plasticité. Donc moi, dans ce que j'ai montré au tout début, quand on voit les petits tuyaux, à côté, dans le noir, il doit y avoir des lymphatiques, mais il y a des microcapillaires veineux qui peuvent basculer en lymphatiques. Il y a des mutants de poissons où il y a des veines qui deviennent des lymphatiques. Ouais. Donc il y a une sorte de plasticité quand même. C'est assez facile de transformer une veine en artère à ce stade-là. On fait une dizaine d'années, on faisait des expériences où on clampait les vaisseaux et on voyait qu'on pouvait changer les artères en veines. Enfin, à ce stade-là, c'est assez plastique, les embryons. On peut changer des trucs. C'est plus difficile. Même encore assez tard, quand on compte, Oui. quand on fait un comptage coronarien, ça fait Oui. ça fait. Oui, ben, quand on fait les gens qui font de la